Sur un Amiga 2000 équipé d'un Pearstorm sous EMU68, je vais faire de l'électronique. Cela fait très longtemps que je n'en ai pas fait, donc je vais tâtonner un peu. Surtout avec ces logiciels que j'ai utilisés, mais alors il y a bien longtemps. Je débute avec Amicad, pour faire un schéma. Je vais faire le schéma d'un sampler audio. Le schéma ne devrait pas avoir trop d'erreurs, mais c'est juste pour tester. Même s'il ne fonctionne pas, ce n'est pas bien grave. Voici donc l'interface du logiciel. La zone où l'on fait le schéma, je l'agrandis au max, c'est l'avantage des résolutions RTG. Comme cela, je vois toute la zone du schéma. J'ouvre une barre d'icônes pour travailler. Il y a plusieurs barres de disponibles. Elle est un peu longue à se charger. Cela va arriver, faut pas s'inquiéter. La voilà. Je la déplace pour ne pas que les fenêtres se chevauchent. Je débute par les bibliothèques de composants. Bien sûr, cela date un peu. La liste des composants chargés. Il est possible d'ajouter des bibliothèques de symboles. Je vais en ajouter une. Non, c'est diverses. La liste de cette bibliothèque est là. C'est plus simple de les trier. Il ne reste plus qu'à trouver le symbole voulu. Quand on choisit un symbole, celui-ci s'affiche à gauche. Je vais débuter mon schéma. Je commence par une prise jack. Il faut juste que je la trouve. Les voici. Il y a 3 types de jack, la mono, la stéréo et la stéréo avec commutateur. Je veux prendre la stéréo classique, puis vue. Il n'y a pas de hockey, mais des vues dans ce logiciel. Il ne reste plus qu'à placer notre symbole dans la zone de dessin. Un double clic dessus et on rentre dans des infos supplémentaires. Je vais juste saisir quelques infos comme la référence et la valeur. Ce qui est en haut, c'est pour la taille et placement. La partie du bas, c'est celle la plus utile. Il y a déjà des choses de prédéfinies. Le reste, je ne détaille pas. Le nom par défaut me va. En double-cliquant sur un élément, on peut le modifier. Je vais changer en J1. Il est également possible de déplacer les références et autres. C'est pratique pour la visibilité du schéma. J'ai placé mon premier élément. Maintenant, je vais placer un premier lien. La borne 3 va à la masse. J'ai fait donc un petit chemin. Plus qu'à prendre le symbole de la masse et c'est bon, qui se trouve dans la barre d'outils. Je place 2 résistances sur les autres plots de la jack. Le symbole se trouve également dans la barre d'outils. Je le tourne pour le mettre correctement sur le schéma. Et je les place. Je leur donne leur valeur et référence tout de suite. Il faut mieux le faire quand on dépose le composant, mais vous verrez que ce n'est pas ce que je fais. C'est une résistance de 1 kg. Là, les infos ne sont pas visibles, je les déplace. Parfois, il n'est pas simple de sélectionner le bon objet, mais on finit par y arriver. Je fais pareil pour la seconde résistance. Il ne me reste plus qu'à les relier au jack. Je prends donc le lien, je clique sur le premier élément, puis le second, et le lien se fait. Et comme ce sera un sampler mono, je relie les 2 entrées entre elles. C'est toujours le même principe, même si là ce n'est pas direct. Par contre, il faut indiquer que les 3 liens sont connectés. Il faut utiliser ce symbole pour cela. La partie entrée de mon montage est faite. Je vais mettre une étiquette. Je ne suis pas sûr que ce soit celui-là qu'il faut utiliser, mais pour l'exemple, je le prendrai. Plus qu'à le nommer. Mono audio comme nom. Non, je vais mettre tout en majuscule. Puis je le place sur le schéma, je le tourne pour qu'il soit dans le bon sens. Et je le place. Une petite sauvegarde. Et il est possible de déplacer tout un groupe de symboles. Il suffit de les sélectionner et de les déplacer. Je vais continuer en plaçant le reste, la partie amplification. C'est un MCP 6002. Dans les symboles, je vais prendre un CI 8 broches comme celui utilisé. Il y a juste les types de CI, pas les composants. Bien sûr, là, il faut nommer toutes les broches. Cela n'est pas fait. On peut se créer sa propre bibliothèque de composants. Je vais chercher une résistance variable. Il faut trier, sinon ce n'est pas simple de trouver. Ensuite, trouver ce que l'on souhaite. Le voilà. Je la place sur le schéma, une petite rotation. Je vais la poser là pour le moment. J'ai besoin de résistance. Le symbole est directement dans la barre. Je les place à peu près autour pour le moment. J'accélère un peu, sinon c'est un peu long. Je place aussi les condensateurs. Je prends un condensateur polarisé.
J'en ai besoin de 2. Et maintenant, je commence à relier le tout. C'est une partie un peu longue à faire. Il ne faut pas se tromper dans les liaisons. J'ai donc accéléré. Je replace quelques composants. Il ne faut pas oublier de relier les liens qui se connectent, sinon ils ne font que se croiser. Je remets une étiquette pour l'entresson. Quand on se trompe, il est possible de corriger simplement, en effaçant une partie des liens. Là, je me suis gouré aussi, cela va à l'autre. L'étiquette pour VCC. Il manque quelques composants, je les mets et les relie. Puis je continue de relier ceci. Je regroupe un peu cette partie du schéma. Une autre partie du schéma définie. Je sauve régulièrement. Je continue avec la partie numérisation et la connexion par le port parallèle. Pour la numérisation du signal, c'est un ADC 0820. Il a 20 pattes. Je prends donc un CI à 20 broches. Je place VCC et je prépare la connexion pour les données. Je prends un connecteur DB25. Je débute les connexions. Je remets des étiquettes pour les données. C'est un peu long à faire, mais comme avec tout logiciel de schéma électronique. Les 8 étiquettes pour les données sont faites. Je continue à relier. Je passe aux composants qui sont autour du CI de numérisation. Il faut tout de même ajouter des condensateurs et résistances autour du circuit de numérisation. Le placement des composants n'est sûrement pas idéal, mais ce n'est pas très grave. Il vaut mieux mettre les valeurs des composants quand on les place. Moi, bien sûr, je le ferai ensuite. Je vais chercher un condensateur polarisé. Je le place et le relie. Je déplace les étiquettes pour passer les liens de masse, ce sera plus visible. Je relie toutes les masses pour la DB25. Je passe aux références et aux valeurs des composants. C'est pareil, c'est un peu long et répétitif à faire. C'est vrai que c'est mieux de faire cela en plaçant les composants. Mais là, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. J'arrive au bout. Je vais maintenant tester mon schéma, voir quelle bêtise j'ai bien pu faire. Je débute par les références. Bien sûr, j'en ai oublié. Je corrige. Nouveau test. Encore un manque. C'est parti pour corriger. Encore un manque. C'est la DB25. Dernier test, cela devrait fonctionner. Plus d'erreurs de référence maintenant. C'est pour cela qu'il vaut mieux les mettre quand on pose le composant. Je passe à la suite des tests. Celui pour les valeurs. Pas d'erreur. Enfin, tous les composants ont une valeur, même mauvaise. Je continue. Suivant, les liaisons. Bon, il a trouvé une ligne nulle. Sûrement un lien qui n'est relié à aucun composant. Cela arrive parfois. J'arrive au bout des tests, encore un à faire. J'en suis où? Les liaisons, c'est celui que je viens de faire. Je n'ai pas fait les connexions. Ah, la borne 3 du jack n'est pas connectée. Là, je comprends pas. Je vais chercher. Je refais la connexion et c'est bon. Je passe à la génération de la netlist. Cela me permettra d'utiliser ensuite un autre logiciel. Bon, cela se passe mal. Il y a une erreur dans le script. Après pas mal de recherches et de tests, cela ne fonctionne pas. Il y a une erreur dans le script ou autre, mais je n'ai pas trouvé la raison. Peut-être l'OS 3.2, je ne sais pas. J'ai tenté des circuits super simples avec une résistance et une LED, mais c'est la même erreur. Donc impossible de générer la netlist. Ce qui m'embête un peu pour la suite de la vidéo. Mais je vais la faire tout de même et on dira que cela a fonctionné. Donc une fois la netlist sauvée, on peut utiliser un autre logiciel. C'est AMI PCB. Comme son nom l'indique, il permet de faire des PCB. Première chose, il se met sur le workbench. Il n'a pas d'écran propre. Je n'aime pas trop cela, mais bon. Donc on a notre zone de travail. Si l'exportation avait fonctionné, on passerait par le menu pour récupérer notre schéma. Mais comme cela n'a pas fonctionné, je vais le refaire à la main. Je vais aller chercher les empreintes des composants. Ce ne sont pas des symboles, mais des empreintes, pour ensuite faire un circuit imprimé. Je place donc l'empreinte d'un CI de 20 broches. Je retourne dans les empreintes. J'ajoute le CI de 8 broches. Il y a pas mal d'empreintes de composants, il faut choisir les bonnes. Je la place.
L'empreinte peut être tournée ou déplacée, bien sûr. Cela suit le pas de la grille, comme cela, les empreintes sont correctement placées. Le déplacement ou la rotation se fait avec le clavier. Du reste, avec ce logiciel, il faut connaître les raccourcis clavier, c'est vraiment plus simple. Je vire cela, pas besoin. Celui-là aussi. Je renseigne les infos du composant. Si l'import du schéma fait avec Amicad avait fonctionné, cela aurait été déjà renseigné, et toutes les empreintes des composants auraient été présentes, ainsi que les liens entre les composants. Mais là, je vais refaire tout cela à la main. Il est donc possible de faire directement un circuit ici sans passer par le schéma. Mais c'est bien plus simple si on peut importer un schéma. Je continue à placer tous les composants. Je les place un peu n'importe comment pour le moment. Ce n'est tout de même pas si simple de placer des composants, pas mal de choses rentrent en jeu. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je place les résistances, je mets leurs références de façon à les voir. Je passe au condensateur. Je prends les empreintes un peu au pif pour les condos. Je ne fais pas le montage, je n'ai donc pas choisi le type et taille des condos. Il faut placer les composants de façon à ce qu'ils ne se touchent pas. Et il faut aussi pouvoir passer des pistes entre les composants. Je tente aussi de rendre les références visibles. Si je faisais faire le circuit, ce sera plus simple pour mettre les composants. Je vais changer le type de pastille pour les CI, les carrés prennent trop de place, je vais mettre des rondes. Je cherche une empreinte pour la DB25. Je n'en trouve pas. Pour le connecteur DB25, je mets ce type de pastille. Ce n'est pas les plus adaptés. Ce n'est pas le plus adapté, mais cela fera l'affaire. Ça y est, j'ai placé tous les composants. Il ne reste plus qu'à relier toutes les pastilles. Ce qui serait fait si la sauvegarde de la netlist avait fonctionné. Je débute donc. Je clique sur une première pastille et je vais à la pastille de destination. Cela va être un peu long, donc je vais accélérer la vidéo. Ce n'est parfois pas évident de voir où est le curseur. C'est une croix qui se confond quand même avec le fond de la fenêtre. Je place les fils de chaque composant, c'est un peu répétitif et rébarbatif. Ces fils ne sont pas des pistes, ils servent entre autres à vérifier les pistes une fois celles-ci tracées. Cela peut également servir pour le routage automatique, mais là je n'en parle pas. Cela fait déjà un beau sac de nœuds. J'ai oublié de mettre l'empreinte pour le potentiomètre et le jack. Mais en fait, il n'y a pas d'empreinte pour ces deux composants. Je cherche donc une empreinte qui pourrait aller, mais j'ai peu d'espoir d'en trouver une. Je vais tester celle-ci. Non, cela ne va pas. Je vais me rabattre sur des pastilles. Il est possible de choisir le type de pastille, la taille, le pas, enfin pas mal de caractéristiques. Je vais rester sur des rectangulaires. La taille, je vais les faire de 3 sur 4. Cela fera l'affaire pour l'exemple. Je vais les placer ici comme cela. Il en faut 4 pour le potentiomètre. Et 3 pour le jack. Je les sépare un peu. Cela permettrait par exemple de connecter des fils et non directement le composant. Et c'est parti pour faire les liens. J'ai fini de placer tous les liens. Maintenant je vais les réduire. Le logiciel va relier ceux qui peuvent l'être. Plus optimisé que retirer du reste. Il a donc simplifié les liens. Le placement des composants n'est pas terrible, et surtout de la prise DB, mais c'est pour un exemple. Maintenant il faut passer aux pistes. Je vais déjà choisir leurs caractéristiques. Je vais les faire de 0,25 de large. Ensuite il est possible de régler d'autres paramètres. Mais je ne change rien d'autre. Ce n'est pas terrible quand même pour la DB25. Avant, il faut que je replace les pastilles pour la DB25. Je le fais et vous retrouve après. Elles sont remplacées. Je peux passer aux pistes.
Il suffit de cliquer sur une pastille et ensuite sur la destination. C'est pour les pistes droites, bien sûr. Sinon, il suffit de cliquer pour faire le chemin voulu. Car c'est encore plus long à faire que le reste. Il faut trouver les chemins pour chaque piste. Je fais et je vous retrouve une fois fini. J'ai finalement refait, mais en double couche. En simple, cela ne passait pas. Je vous montre les couches. La couche côté cuivre. Alors oui, il aurait fallu faire un plan de masse sur cette couche. Mais je ne l'ai pas fait, bien sûr. Là, j'ai positionné un via. La couche composant. Je n'ai pas tenté de respecter la longueur des pistes pour les donner par exemple. Il y a la couche de sérigraphie. Il est donc possible de faire des circuits sur Amiga encore de nos jours. Bien sûr, il n'y a pas d'export pour les sites actuels de fabrication de circuits. Il est possible de l'imprimer, mais une imprimante de nos jours sur Amiga, ce n'est pas simple. Voilà pour faire des circuits sur Amiga. Il existe d'autres programmes, mais bien plus vieux et moins pratiques à utiliser. Il existe aussi d'autres types de programmes pour l'électronique, comme la simulation. Bien sûr, tous ces programmes ne sont plus au goût du jour, mais peuvent toujours être utilisés. Allez, un petit pouce bleu pour finir. La cloche, tu peux cliquer dessus aussi.